Objet de nombreux mythes et fantasmes, les épées tiennent une place de choix dans l'histoire militaire et symbolique des civilisations. La manière dont elles sont habituellement perçues à notre époque relève souvent de clichés entretenus par les films et l'imaginaire moderne. Au fil de leur histoire multiséculaire, les épées auront en réalité connu une grande variété d'approches dans leur usage martial et militaire. Nous analyserons donc en détail et de la manière la plus complète et intelligible qui soit, leur évolution au fil des siècles, pour découvrir que malgré sa notoriété, l'épée reste jusqu'à aujourd'hui une arme encore très méconnue. Les premières épées retrouvées datent de l'âge du bronze. Le bronze est le résultat d'un procédé de métallurgie découvert à partir du 4e millénaire avant notre ère, qui consistait en un alliage de cuivre et d'arsenic, et plus tardivement d'étain. Il a alors été découvert à cette époque que l'ajout d'arsenic ou d'étain au cuivre en faisait un métal beaucoup plus solide et dur. Rappelons donc que le bronze ne correspond pas à un métal trouvé en son état naturel, mais bien à un alliage, le premier de tous. Il est important de préciser que les lames de bronze étaient alors uniquement issues d'un procédé de fonderie et non de forge. La lame était coulée dans un moule de pierre ou d'argile. Il s'agit de procédés de métallurgie très sophistiqués pour l'époque et qui ne peuvent résulter de découvertes hasardeuses ou fortuites, mais au contraire d'une maîtrise acquise par des efforts répétés. Les individus qui fabriquaient ces lames savaient donc très bien ce qu'ils faisaient en tant qu'artisans accomplis. Les épées les plus anciennes retrouvées sont celles retrouvées sur le site d'Arslan Tepe, en Anatolie, datant de la fin du 4e millénaire. Ces lames de bronze sont à double tranchant et plus longues qu'un simple poignard, ce qui suffit à les caractériser en tant qu'épée. Quant à leur fonction réelle, on ne pourrait décemment la circonscrire à des pratiques cérémonielles. Et ce d'abord pour des raisons logiques et pratiques. L'innovation technique du bronze possédant forcément une finalité martiale et militaire, à cette époque où les conflits armés impliquaient rapidement des enjeux vitaux pour les sociétés humaines. La présence de ces lames dans l'Anatolie du 4e millénaire n'a donc rien de trivial. Et d'autres lames du même type ont été retrouvées non loin et pour la même période, présentant alors des traces d'usage martial, comme l'épée dite de Negdet Tilek. Les lames Asinas, issues du monde scythique et persique, possèdent une morphologie très similaire aux lames d'Arslan Tepe, et semblent être leurs descendantes directes, bien que l'historiographie ne les identifie qu'à partir du 1er millénaire. Souvent qualifiées de poignards, leur longueur totale d'une cinquantaine de centimètres leur donne plutôt la fonction de dague ou épée courte, signifiant qu'elles ne servaient pas uniquement à poignarder, mais également à combattre, ce qui implique la possibilité de parade sur l'arme de l'adversaire. Les premiers utilisateurs d'épées identifiables historiquement sont donc les peuples compris dans la zone allant de l'Anatolie à la Perse, en passant par le Caucase et la steppe pontique. Il s'agit donc d'une arme d'origine ouest asiatique. De par des découvertes actuelles, l'on peut définir qu'elle prend son réel essor à partir du 2e millénaire. Les Grecs anciens l'adopteront sous le nom de Xyphos. La forme du Xyphos grec trahit son origine anatolienne. Les Grecs le tenaient le plus probablement de leurs ancêtres mycéniens et minoens, alors en contact régulier avec les civilisations de l'Anatolie méditerranéenne. Les Grecs employaient également le kopis, issu du képech égyptien, lesquels l'empruntaient eux-mêmes aux Hyksos, indo-européens, ce qui confirme encore l'origine très asiatique de ce type d'arme. Le képech était plutôt une arme de cavalerie et une arme de taille. On pourrait le considérer comme l'ancêtre du sabre de cavalerie. On constate que les lames de bronze avaient une longueur moyenne de 40 cm, ce qui en fait des épées courtes, ou des dagues. On remarque qu'elles s'employaient plutôt comme armes individuelles ou armes d'infanterie. Elles étaient des armes secondaires, et non de premier ordre pour l'homme combattant à pied. La meilleure illustration de cela nous vient de ce que l'on sait du Xyphos grec. Les Grecs l'employaient seulement une fois leur lance rompue, et aussi logiquement lorsque l'espace disponible se confinait.
L'arme reine du combattant piéton demeurait donc la lance, associée au bouclier. Les découvertes archéologiques confirment également l'épée comme arme de prestige et de parade. Les procédés de métallurgie visant à améliorer l'esthétique de la lame ou encore le képech de Ramsès II qui semble n'avoir eu qu'une fonction symbolique de parade. À cela s'ajoute sa fonction cérémonielle dans les lieux sacrés. Dès le départ, l'épée fait donc son entrée dans l'histoire comme objet témoignant du prestige de l'individu la portant. Cette caractéristique ne semblera pas la quitter jusqu'à nos jours. Techniquement, les épées de bronze restent des armes encore fragiles et délicates. Elles impliquent donc une maîtrise technique particulière de la part de leur porteur. Le geste doit être précis et bien défini afin d'éviter l'échec mécanique de la lame, lequel s'avérerait malheureux pour l'épée elle-même, mais aussi dramatique pour son porteur. Les épées se définissent donc dès le départ comme des armes de haute maîtrise technique et martiale. Avec l'arrivée des innovations techniques de l'âge du fer, dès la fin du deuxième millénaire chez les Hittites, puis son arrivée au IXe siècle avant Jésus-Christ en Europe, les épées entreront dans leur âge d'or. La culture cétique dite de Hallstatt sera alors emblématique dans l'âge du fer européen avec le développement des épées issues du minerai de fer. L'épée deviendra l'arme emblématique des peuples celtiques, bien plus que chez n'importe quel autre, et leur maîtrise de la métallurgie du fer deviendra fameuse. Le minerai de fer est plus commun que le minerai de cuivre et se trouve en plus grande abondance dans la nature. Mais il nécessite aussi une température plus élevée pour atteindre sa réduction ou bien son point de fusion à 1500 degrés. L'ajout d'une faible quantité de carbone durant le processus de combustion dans le fourneau provoque alors la cristallisation du fer, le rendant plus solide, plus dur, mais aussi potentiellement plus cassant. Il devient à ce moment-là un acier. À cette époque, le travail du minerai de fer s'effectuait dans un bas fourneau. Bas faisant référence à la température atteinte par ce type de fourneau, à savoir une température encore trop basse pour atteindre le point de fusion du minerai de fer. Ce qui était obtenu à la place était la réduction du minerai de fer en une masse ferreuse, une masse suffisamment molle et malléable pour être travaillée à la frappe par l'artisan. Cette masse ferreuse était appelée la loupe, terme issu du francique lupa, qui nous indique au passage la forte implication des Francs dans l'art de la métallurgie. Cette loupe était encore un mélange de fer carboné et de scorie. L'artisan devait frapper cette masse à chaud pour en extraire les scories, réaplanir les porosités, mais également déplacer et répartir le carbone sur la masse ferreuse en fonction d'un résultat voulu et précis. Cette étape, appelée le cinglage, n'est pas un procédé de forge à proprement parler, mais s'en rapproche beaucoup. L'étape du cinglage permettait d'obtenir un métal suffisamment homogène et pur. Le travail de forge suit le cinglage et consiste à forger des barres métalliques en allongeant la loupe purifiée, qui, comme les lingots, seront le point de départ des diverses créations du forgeron. Ces deux épées nous renseignent sur l'habileté de l'artisan gaulois et surtout l'habileté du forgeron gaulois. Pour pouvoir faire une épée comme celle-là, il faut être capable d'avoir du fer, un lingot de fer, de le travailler, de le frapper, de le travailler entre 500 et 800 degrés, de l'étirer. Mais cette épée en forme, travaillée, étirée, si elle ne subit pas de traitement particulier, elle sera fragile, elle va s'émousser et elle n'aura aucune tenue, aucune cohésion. Il faut ce qu'on appelle déjà la sémenter, c'est-à-dire l'enrichir en carbone. Si on regarde bien l'épée, on est sur de l'acier enrichi en carbone. Il y a plusieurs techniques pour enrichir à chaud un acier en carbone, c'est-à-dire apporter du carbone pour que ce fer mou devienne de l'acier. Le taux de carbone est variable. Sur le tranchant, on demande à ce que les pieds soient dures, coupantes,
résistante, donc on a à peu près 1% de carbone. La partie centrale, on lui demande d'être souple, de ne pas casser, et on a un petit peu moins de carbone. Pour que cet acier soit dur, résistant et coupant, il a fallu faire un traitement thermique qu'on appelle la trempe, c'est-à-dire on travaille à chaud et ensuite on le refroidit plus ou moins brutalement pour que le fer et le carbone cristallisent pour former un acier trempé très dur et très résistant. J'ai été assez rapide là-dessus, mais pour une épée comme ça, celle-là, il y a 5, 6, 7 traitements thermiques différents pour avoir deux choses qui sont des fois antinomiques, souple d'un côté et tranchant de l'autre. Il faudra attendre le Moyen-Âge au XIIIe siècle pour atteindre de hautes températures avec le haut fourneau, pour faire atteindre au minerai de fer son point de fusion. Les propriétés mécaniques atteintes par la métallurgie du fer sont sans commune mesure avec le bronze. Cette innovation technique sera une révolution importante dans l'histoire de l'essor des civilisations. L'apparition d'armes performantes renforçant le statut des castes guerrières, des armées et l'enjeu des expansions militaires et territoriales. L'apparition d'outils plus performants révolutionnera le domaine agraire et industriel, engendrant plus de productivité et de croissance, et donc l'expansion du commerce, des routes et des connexions maritimes. L'essor des épées celtiques en fer se perpétuera encore davantage avec l'âge de la Tène, et elles remplaceront définitivement les lames de bronze. Les épées celtiques et gauloises sont très bien connues, grâce aux nombreuses découvertes archéologiques et aux témoignages de l'historiographie. Elles sont entourées de faits paradoxaux, mais que nous pouvons désormais expliquer en prenant en compte à la fois les réalités mécaniques des épées et les techniques martiales qu'implique leur emploi par les guerriers. Les descriptions des épées celtes faites à l'époque semblent contradictoires. D'une part, elles sont décrites comme fragiles et de mauvaise facture, comme chez Polybe, et d'autre part, elles nous sont décrites comme des armes redoutables. Par l'archéologie, nous savons que la métallurgie de ces armes était très sophistiquée, mais nous savons aussi qu'il s'agissait de lames très ployables. Cette caractéristique ne pouvant qu'être un choix délibéré de la part des forgerons celtes et gaulois, qui employaient alors tout leur savoir technique. Le fait que l'épée ploie durant le combat est certes un échec mécanique, mais une épée ployée pouvait être redressée, contrairement à une épée brisée à cause de sa rigidité, définitivement inutilisable. Nous verrons que l'enjeu entre flexibilité et rigidité de la lame sera une constante dans toute l'histoire des épées. Les Celtes avaient manifestement conclu que le meilleur compromis consistait en une lame relativement fine, plus légère et donc plus maniable, avec des armes pesant aux alentours de 600 grammes, un poids très léger en regard des autres épées historiques. Ce qu'ils pouvaient gagner en allonge de leur lame, ils devaient le perdre en rigidité, cela pour des questions de poids et de maniabilité. Cela impliquait une technique précise, privilégiant les coups de taille tombant sur les zones non protégées de l'adversaire, les épaules, le cou, éventuellement la tête, comme le révèle le témoignage de Plutarque. Comme ils savaient, par expérience, que la plus grande force des barbares consistait dans leurs épées, qu'ils maniaient à la barbare, lourdement et sans dextérité, en taillant presque uniquement épaules et tête, il arma la plus grande partie de ses soldats de casques de fer polis, sur lesquels les épées des ennemis ne pouvaient manquer de glisser ou de se rompre. Le bois des boucliers des Romains n'était pas assez fort pour résister aux coups. Il les fit border d'une lame d'airain. Il enseigna aussi aux soldats à se servir de longues piques et à les glisser sous les épées des ennemis, pour prévenir leurs coups de taille assénés d'en haut. On comprend que le pouvoir contondant des épées celtiques, donc leur capacité à produire des chocs, était quasi nulle face aux armures de fer. Par contre, elles étaient tout de même suffisamment solides pour provoquer des dégâts importants sur les boucliers en bois des Romains. Tout cela confirme la nécessité d'un emploi spécifique de ces épées, reposant sur la taille ou l'entaille, et l'attaque de zones corporelles non protégées est vitale. Très clairement, à cette époque,
les armées romaines étaient mises en sérieuse difficulté face aux tactiques de guerre gauloises qu'impliquait l'emploi généralisé de leurs épées. Les épées sont donc initialement des armes très légères, dont la conception est directement héritée des lames de l'âge du bronze, dont nous avons déjà évoqué la relative fragilité. En effet, depuis cette époque, on concevait les épées comme des armes légères, devant éviter les chocs brusques, afin d'exploiter les failles dans les protections de l'adversaire. C'est la découverte de lames ployées dans les chambres funéraires gauloises qui permet le mieux de témoigner de la flexibilité des lames celtiques. En effet, ces lames étaient systématiquement ployées à la mort de leur propriétaire, pour ne pas laisser un autre individu en avoir l'usage, ce qui confirme les épées celtiques comme étant des armes individuelles très personnelles et exclusives. L'autre enseignement intéressant, c'est sur la forme de ces deux épées. Une épée longue et fine, avec une pointe beaucoup moins effilée que celle-là. Cette épée qui est plus large et plus courte. Prenons par exemple cette épée-là. Elle peut avoir deux fonctions dans un combat. Elle peut avoir une fonction de taille, je coupe, et peut avoir aussi une fonction d'estoc, je plante. Donc, une arme de taille et d'estoc assez courte, assez large, très tranchante, donc parfaitement adaptée à un combat au sol. Donc, on est plutôt sur une épée de type épée de fantassin, un peu dérivée des glaives. Cette épée longue, qui a une action de taille, mais beaucoup moins d'action d'estoc, elle est souple, elle est moins aiguë au bout, donc elle pénètre moins dans l'ennemi, dans la chair, est plutôt une épée de cavalier. Effectivement, l'action d'un cavalier par rapport à un combat est vraiment une action de taille. On essaie de tailler de l'ennemi. Donc plutôt épée de cavalier, épée de fantassin. Il faudra attendre la spata romaine, directement dérivée des épées celtiques, pour voir l'apparition de lames beaucoup plus lourdes, qui correspondront à l'idée que l'on se fait communément d'une épée, comme nous le verrons. Le fameux glaive Gladius Hispanensis des légionnaires romains est lui-même une reprise des épées courtes celtibères, à partir du IIIe siècle avant notre ère. La spata romaine était une épée longue à une main, mesurant jusqu'à 75 cm, développée en premier lieu en tant qu'arme de cavalerie, dès le 1er siècle de notre ère. Ce type d'arme permet à un cavalier d'utiliser toute la longueur de la lame afin de faucher l'infanterie adverse sur des attaques latérales. En effet, l'épée est la plus adaptée à cet emploi, contrairement à une hache par exemple, qui ne sied pas à ce type d'attaque. S'agissant d'une lame bien plus rigide que les épées celtes, son poids était également bien plus élevé. Sa rigidité et son poids lui permettaient ainsi d'occasionner des dégâts contondants, et non pas seulement de tranches. Initialement arme de cavalerie, elle sera par la suite étendue à l'infanterie romaine, remplaçant le glaive durant les derniers siècles de l'Empire romain. Les épées de cavalerie possédaient une extrémité arrondie, pour ne pas risquer de blesser la monture dans la fougue du combat, ce qui confirme sa fonction initiale d'arme de taille et non d'estoc. L'épée médiévale se développera donc à partir de la spata romaine. Les épées du Haut Moyen-Âge semblent avoir été une affaire franque. Il ne serait alors pas inconvenu de parler de l'épée mérovingienne, comme la première de toutes les épées médiévales. Les Francs vont en effet dès le Haut Moyen-Âge se tailler une solide réputation de forgeurs d'épées, surtout dès la période carolingienne. Les épées franques seront réputées, et l'on en fera un commerce étendu. Ces épées, de par leur poids d'une moyenne de 1300 grammes, étaient bien moins maniables que la hache ou la lance, qui restaient les armes de prédilection pour l'infanterie durant le Haut Moyen-Âge. Dérivée de la spata, il faut voir l'épée de cette époque davantage comme une arme de cavalier plutôt que de piéton. En effet, forger une épée coûtait cher, demandait temps et savoir-faire. Seuls les individus les plus riches pouvaient ainsi se permettre de les posséder, les individus les plus fortunés étant également ceux se retrouvant à dos de monture durant les campagnes militaires.
Posséder une épée et posséder une monture allaient donc souvent de pair. Pour des raisons techniques et martiales également, c'est réellement à dos de monture que ces lourdes lames prenaient toute leur efficience lors du combat.